Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes vendredi 13. Apparemment, Amel, vendredi 13 pour aujourd'hui. Oui, on verra bien si ça porte bonheur ou porte malheur. Oui, c'est sûr, ça va Le porter caméraman bonheur. nous fait comme ça. C'est sûr, ça va porter bonheur en tout cas, Majid. On s'inquiète pas. Hein. Et voilà, donc nous sommes vendredi 13 décembre 2024. Il est 8 h et nous allons vous accompagner comme chaque matin jusqu'à 9 h 30. Alors, Amel, aujourd'hui, nous avons exceptionnellement dans notre sommaire notre invité qu'on va recevoir dans un petit moment. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous savez que c'est la première fois que je reçois un invité durant le sommaire. C'est une exception pour nous aujourd'hui, Oui, exactement. Amel. C'est vendredi 13. C'est vendredi 13. Voilà. Finalement, on commence bien. Voilà, je le disais. Hein. Donc ça commence bien. Alors. Voilà, je le disais qu'on va avoir du bonheur aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous serez parmi nous dans un petit moment et on va parler de technologie en votre compagnie et surtout de technologie au service de l'éducation. Oui, particulièrement. On en parle beaucoup aujourd'hui de ses bienfaits, de ses côtés négatifs aussi de la technologie. Et aujourd'hui, notre invité va plus mettre en valeur le côté positif, n'est-ce pas ? Exactement. Exactement. Et on va voir ça dans un petit moment. Et aussi, aujourd'hui, nous allons parler d'environnement. Amel, puisque la deuxième édition de Africa Global Summit aura lieu donc le 16 et le 17 de ce mois. Et cette fois-ci, la réflexion sera autour de zéro carbone. Ah bon? C'est possible? C'est possible ça? Il y a des travaux qui se font, il y a des réflexions qui se font, donc il y a des spécialistes et justement tous ces spécialistes-là seront là le 16 et le 17 pour en parler et donc pour mettre en place surtout des stratégies afin d'aller vers un environnement beaucoup plus sain et donc aller vers le zéro carbone. Et aujourd'hui également, nous parlerons d'art, nous parlerons d'exposition puisque des artistes seront parmi nous ce matin, ils vont nous parler de cette exposition collective qui aura lieu et c'est une exposition qui regroupe 8 artistes, tous autodidactes. D'ailleurs, donc ils viennent partager un peu leur passion pour l'art. Donc vous voyez, la passion finalement, elle est partout et le partage est partout. Exactement. Et on peut même mettre la technologie au service de l'art. Bien évidemment. Alors, vous répondrez à cette question dans un petit moment. Comment on peut aussi donc mettre encore une fois la technologie au service de l'art sans surtout pour autant perdre l'âme artistique. Exactement. Exactement, voilà. Et bien entendu, comme chaque vendredi, Samira Hadjamar sera parmi nous pour nous parler de patrimoine. Et cette fois-ci, elle nous parlera de la Kseba de Cherchel et Siham Knouch pour les prénoms. Un prénom en tête, Amel? Pas du tout, non. Là tout de suite, non, j'ai rien. Là tout de suite? Là tout de suite, je n'ai pas. Oui. Alors, Nasserdine, c'est votre prénom et vous savez ce que ça veut dire? Nasser. Nasserdine. Ah oui. Votre prénom? Bon, on m'a dit que ça veut dire victoire. Oui. Ok. C'est victoire pour la religion, victoire pour la cause juste. Voilà, parce qu'en fait, dans un petit moment, on aura une collègue parmi nous, donc Siham Knouch, qui vient chaque vendredi, elle nous explique le sens de nos prénoms et l'origine de nos prénoms. Super. Voilà, et à chaque fois, donc, on donne une signification plutôt linguistique, mais quand on creuse finalement, on voit qu'il y a toute une histoire qui tourne autour de chacun de nos prénoms. Alors, on lui posera une question peut-être par rapport à votre prénom. Avec plaisir. Et bien sûr, comme chaque vendredi, Dr Fethi Benachnou sera parmi nous. Et cette fois-ci, Dr Fethi Benachnou nous parlera du bien-être au travail. Donc là, c'est une question aussi très cruciale et très importante qu'on peut se poser. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, Amel, il fera beau aujourd'hui? Malheureusement, oui. Voilà. Ouais. En résumé, malheureusement, oui. En attendant dimanche. Venant de Amel Laribi, ça se comprend, hein, ça se comprend venant de Amel Laribi. Franchement, pour un mois de décembre. Pour un mois de décembre, oui. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter, effectivement. Oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y aura l'événement de Africa Global Summit qui reviendra. C'est pour ça que ça m'a étonné, vous m'avez dit zéro carbone. Qui reviendra justement sur tous ces perturbateurs de climat et d'environnement. On aura un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Ouais, ce sera juste après ça. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
Et donc, il va faire beau aujourd'hui. Oui, bon, allez, on va prendre le bon côté des choses. Aujourd'hui, c'est le week-end, donc probablement, ça intéresserait certaines familles pour sortir aujourd'hui. Exactement. Allez, on va prendre le bon côté. On est vendredi 13, on va essayer de voir que le bon côté des choses. Allons-y, c'est pas grave. Allons-y, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps restera brumeux sur une grande partie des régions nord, mais plus exactement vers le centre et l'est. Puis le ciel restera bien ensoleillé sur pratiquement tout le nord. La moitié sud, eh bien, excepté un ciel partiellement voilé sur le sud-ouest, eh bien, partout ailleurs, le temps restera souvent voilé vers la Sahara, le Nord-Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Égartasili et le Sahara oriental. Quant aux températures, eh bien, elles seront plutôt agréables, contrairement à la saison, avec une petite augmentation par rapport à hier, avec toutefois quand même 13 degrés seulement du côté d'Al-Bayat, 15 à Tiaret, Djelfa, 16 degrés à Batna, 19 Galma également à Naba et Oran, 18 degrés à Alger, 20 degrés à Tlemcen. Au sud, eh bien, on relèvera 18 degrés du côté de Béchar, 19 à Gardaya, 21 à Biskra, 26 Ilizi, 25 Tamanrasset et Janet, 22 Tindouf, 28 à Insalah et enfin 32 à 33 degrés de Ingezem vers Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera plutôt calme sur toutes les côtes avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest, centre et est. Là tout de suite, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe. Le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Berlin également, Vienne et Istanbul. Plutôt nuageux à Madrid et Londres et aussi du côté de Moscou. Quelques pluies prévues vers Rome également, Lisbonne, mais un beau soleil régnera du côté de Kiev. Le mercure affichera moins 5 degrés à Moscou, moins 4 à Kiev, 9 Istanbul, 2 degrés à Berlin, également Paris, 7 à Londres, 8 à Vienne, 11 du côté de Rome et enfin 12 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc on note quand même une petite hausse, toute petite, mais il fait quand même frais. Hein. Oui, mais c'est des températures hors saison quand même, hein, il faut le dire. Ce sont des saisons plutôt des températures automnales. Hein. Printanières. Printanières. Ah, carrément. Printanières. Ouais. En attendant des jours meilleurs. À partir de dimanche, tu nous dis? On attendra dimanche. On attendra plus de détails. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve tout à l'heure, donc après journal télévisé du midi, après celui de 19h. Puis demain, à partir de 8h. Rendez-vous pris. Merci beaucoup, Amel. Allez, à tout à l'heure. Et on continue cette fois-ci, comme d'habitude, ce sera pause musicale. Et on se retrouve juste après. بغير الدخان على الامان صرت الفان هايم على الطريق امن نلقاه نسالو كيفتيني اخبار العالم والفي مكتوم بن البها عراد الجبيل نغنم ساعة معاه في الظهر نتني بنصاب لوني نزهب خيالو بعد ايام المولفة راح مشى في حالو بعد ايام المولفة راح مشى في حالو كيفي وسيل جفا حبيبو بقى بلا حبيب في الرسم هبيل الرسم هبيل علاش جفاني حبيب قلبي وحكم بعد الجفا عليا وقدام شعالو بعد ايام المولفة راح مشى في حالو ايام المولفة راح مشى في حالو عييت بجداول نعزم والبخور عييت بجداول نعزم والبخور جنو صعيب ما يحمل الفتاوي ولا يفيدو حتى جاوي من جنون اهل الشرقاوي حكيم قاوي بيه دعاوي شهير راوي حكيم قاوي بيه دعاوي شهير راوي متمرمد في البحور عامي من دون رجالو ما ينفع في قضاه عزايم ولا حكمة تفوت في عمرو بالتاويل من غير يدهده ربي سبحان ولا ينام في ملكوت الجلالو بعد ايام المولفة راح مشى في حالو
بعد ايام الموالفه راح شافي حالو كيفي واسيني جفاه حبيبو بقى في الرسم هبيل في الرسم هبيل علاش جفاني حبيب قلبي وحكم بعد الجفا عليا وكذا مشعالو بعد ايام الموالفه راح شافي حالو والفرح مشى في حالو اذا نشوفها نتبدل بلا سحور اذا نشوفها نتبدل بلا سحور الكاوية ضريلي دليا المحي زينة المبسم دواحي خيالها ما بين مراحي على بطاحية كلاحي مع جراحي على بطاحية كلاحي مع جراحي فقت بالزين والمحاسن وبديع جمال مثيلها مكان في بنات البهجة ولا تصيب مثله في هذا الجيل طاعوا جميع الريام ليها خدعوا للفايقة العارم مرفوع جالو بعد ايام الموالفة راح مشى في حالو بعد ايام الموالفة راح مشى في حالو كيفي واسيلي جفاه بقى بلا حبيب في الرسم هبيل في الرسم هبيل علاش شفاني حبيب قلبي وحكم بعد جفا عليا وقدا مشعالو بعد ايام الموالفة راح مشى في حالو بعد ايام الموالفة راح مشى في حالو اتمني تشي الويلة بها فوق القصور اتمني تشي الويلة بها فوق القصور بالعود والربا. Et voilà, de retour sur le plateau, et je vous le disais il y a quelques instants, aujourd'hui nous allons parler de technologie au service de l'éducation, donc comment on peut profiter de tous les bienfaits de la technologie, donc pour faciliter encore une fois l'apprentissage. Notre invité est parmi nous depuis tout à l'heure. Bonjour à vous, Nassal Djaouni, pardon. Rebonjour à vous, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes consultant en technologie virtuelle. Tout à fait. Alors, technologie virtuelle aujourd'hui, c'est la grande tendance, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on retrouve un peu dans tous les domaines, mais vraiment tous les domaines où on peut finalement faire appel à cette technologie virtuelle, n'est-ce pas? Tout à fait. En même temps, je manipule et hop. Oui. Voilà, comme ça, je mets le plan fixe pour vous. En effet, tout à fait, il y a vraiment énormément de bénéfices en fait, à travailler avec ce type de solution-là, qui aujourd'hui en fait accompagne tout un ensemble de cœurs de métier. En l'occurrence, si je peux vous donner un exemple, j'étais il y a 3 jours invité à l'Institut des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts? Tout à fait, sur Alger. Donc c'était un privilège et un honneur d'y aller. Donc j'ai pu assister des élèves, donc des masters, donc qui sont en train de préparer donc leur cursus dans l'architecture et l'urbanisme. Et du coup, en fait, je leur ai expliqué aujourd'hui de quelle manière ils vont pouvoir en fait récupérer leur maquette de l'environnement 3D sur lequel ils travaillent, sur des plans d'architecture, pour pouvoir en fait les intégrer dans ce qu'on appelle donc la virtualisation. À partir d'un casque de réalité virtuelle, ils vont pouvoir en fait visualiser toute la maquette en 3 dimensions réelles. Vous êtes dans un environnement immersif. Et en fait, au niveau de la mémorisation spatiale, ce que vous enregistrez dans le cerveau, toutes les manipulations que vous faites, elles sont décuplées. Vraiment en termes d'usage et le grand intérêt, parce qu'on parle souvent, c'est vrai, sur le côté négatif, en disant que ce genre de technologie, c'est un peu inclusif, etc., avec les réseaux. Au contraire, là, en fait, c'est tout le contraire. Avec ces technologies-là, si vous avez plusieurs écoles, qui sont une à Oran, une à Constantine, une à Annaba, partout, chacun peut travailler depuis chez lui et se retrouver dans la même scène, sur le même plan d'architecture, sur lequel en fait, ils vont pouvoir collaborer. Donc c'est de la collaboration enrichie. Non, finalement, ce n'est que du bénéfice. Hein. Donc on économise le temps, on économise le déplacement et on est plus productif et finalement plus rentable dans la réflexion autour du projet. Tout à fait, exactement. Et si je peux rajouter juste une donnée supplémentaire, il y en a même plusieurs, c'est que ça va vraiment donner, c'est ce qu'on appelle de la gamification. Vous allez en fait sous forme comme un jeu, mais en fait en même temps vous apprenez. Et du coup, vous n'êtes pas sur un cas d'étude où il va falloir se concentrer, prendre des notes. Vous vivez l'expérience. Et donc, c'est plus simple, en fait, même pour la mémorisation, pour l'enrichissement, pour la cohésion de groupe. Donc, vous allez pouvoir même connaître des gens que vous ne voyez pas, qui sont à des centaines de kilomètres.
et échanger ensemble sur des plans architecturaux, donner des idées, échanger. Donc vraiment, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Oui, effectivement, c'est du top. Hein. Donc voir les choses comme ça, effectivement, c'est du top. Donc on peut imaginer qu'on peut dupliquer donc, cette technologie sur, là, vous nous donnez un exemple sur les beaux-arts ou sur l'architecture, mais j'imagine qu'on peut dupliquer encore une fois cette réflexion sur tous les domaines possibles et imaginaires. Par contre, là, je voudrais revenir sur notre thématique principale qui est la technologie au service de l'éducation. Alors, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements. Il y a même dans certains domaines, on tire carrément la sonnette d'alarme par rapport à l'utilisation de ces technologies de la part des jeunes et non pas de la part des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tendance un peu à utiliser la technologie de façon un peu, on va dire, irrationnelle, un peu irréfléchie. Et donc, c'est ce qui impacte plus finalement leur rendement ou leur réflexion ou leurs efforts cérébraux, j'ai envie de dire. Et donc, qu'en est-il finalement de ce côté, on va dire, obscur de la technologie et comment surtout le renverser et lui donner, mettre plus en valeur le côté plus éclairé. Tout à fait. En fait, bon, ce sont des a priori. Et c'est vrai que ces jeunes-là, il va falloir les accompagner, car tout est une question d'accompagnement. Donc c'est de l'acculturation, c'est de guider ces jeunes-là, leur expliquer les avantages et aussi les dangers pour pouvoir en fait avancer, progresser dans tous les sens du terme. En connaissant les avantages, les bénéfices, ça c'est facile. Mais par contre, les dangers aussi et les risques de rester dans des solutions virtuelles de jeu et passer des heures dessus. Donc, ça a un impact sur le plan psychologique, sur le plan familial, sur le plan social. Donc, ces rouages-là, en fait, il faut les accompagner sur des programmes en fait d'initiation. C'est ce que je compte faire donc avec une start-up. Prochainement, Inch'Allah, si Dieu veut, que je mettrai en place sur Alger pour pouvoir justement sensibiliser ces jeunes-là, donc à travers des workshops, dans une mise en situation, que ce soit à travers la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, à travers les smartphones. Ces jeunes-là utilisent les smartphones, ils sont branchés régulièrement. Et en fait, il y a des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, il faut les éduquer, il faut les accompagner pour leur montrer les bénéfices qu'il y a, mais aussi les risques, les enjeux et surtout que ça n'affecte pas justement l'effet social. Et ça, pour ça, il faut de l'accompagnement. Donc c'est ce que je vais essayer de mettre en place pour pouvoir vraiment les sensibiliser et les accompagner. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration? Parce que là, vous êtes déjà mis de votre casque, de vos manettes, on les appelle comme ça? C'est ça, tout à fait, oui. Des manettes, oui. Voilà. Tout à fait. Donc ici, comme vous pouvez le voir, avec cet écosystème-là, c'est vraiment génial. Regardez, donc là, on se voit, c'est ce qu'on appelle de la réalité mixte. Les gens vont pouvoir travailler sur une maquette tout en regardant l'environnement tel que vous le voyez. Vous voyez, je vous vois et je vois la maquette. Donc là, je vais être l'élève ou le professeur pour guider donc mes élèves. Ok. Donc ici, quand je suis dans la maquette, je prends mes contrôleurs et là, je vais bouger la maquette comme ceci. Hop. Et là, je vais me mettre en immersion virtuelle totale. Donc là, on ne voit plus finalement cette réalité mixte comme vous l'appelez. Tout à fait. Exactement. Parce que je vais aller approfondir les choses et je vais aller récupérer de l'information. On peut donc se dire qu'à des centaines de kilomètres, il y a d'autres personnes qui sont avec moi en temps réel. Oui. Donc ils vont être symbolisés sous forme d'avatar, avec un nom, un pseudo, un nom au-dessus de leur tête, facilement reconnaissable. Donc là, concrètement, je peux faire énormément de choses dessus. Je peux par exemple faire du métrage, regarder les dimensions, les communiquer à mes chefs d'équipe. Je peux faire pas mal de choses. Je peux faire par exemple mettre des couleurs, mettre des objets, mettre des formes. Vous voyez, on peut vraiment faire énormément de choses. On peut modéliser dessus, on peut faire des corrections, on peut travailler de manière interactive, donc seul. Oui, ça allait être ma question justement par rapport au travail interactif, parce que là vous êtes le seul à manipuler finalement la maquette, mais on peut réellement être plusieurs à manipuler la maquette. Exactement, là je me suis mis en réalité mixte pour vous montrer que en même temps que je vous vois, il peut y avoir plusieurs personnes en simultané ici, physiquement, si on est dans la même salle, et on va travailler, collaborer ensemble sur le même sujet en 3 dimensions, mais qu'on ne pourrait pas faire sur un écran classique, sur un PC classique. Vous voyez ? Donc l'interaction, l'échange, il est plus naturel et il est plus productif surtout, parce que je manipule en temps réel avec mon collaborateur et ma collaboratrice qui me donnent des informations. On peut importer des fichiers et du coup on travaille vraiment de manière productive. D'accord. Vous permettez que je fasse un essai ? Bien sûr, avec plaisir.
Alors là, par contre, il va falloir me guider parce que... Oui, alors c'est très très simple. Vous mettez comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok, super. Je vous mets les contrôleurs. Ah, c'est impressionnant, hein? Ah oui, c'est même magique. Ah, c'est impressionnant. Alors, main droite, s'il vous plaît. À droite. Très bien. Main gauche, comme ceci. Vous appuyez ici sur les côtés pour récupérer la maquette. Et attendez. Voilà. Et ensuite, Voilà. vous appuyez là. Voilà. Ah, Très bien. Ok, super. Et là, si vous tirez les mains c'est vrai que vers lorsqu'on n'a pas l'extérieur- l'habitude, Oui, il c'est faut- pas très... il faut un petit temps d'adaptation, mais déjà vous vous débrouillez plutôt bien. Vous voyez les mouvements, Voilà. en restant appuyé sur les gâchettes, et ben, vous déplacez votre maquette. Ok. Et là, on est dans la symbolique de l'architecture, mais on peut être dans n'importe quel domaine, hein. Dans l'industrie, Très bien. dans n'importe quel type de domaine. C'est de cette manière-là, vous allez, après, vous pouvez, si vous faites comme ceci avec les deux mains en même temps, comme ça, ben, vous allez pouvoir soit l'agrandir ou soit la Ah, réduire. ouais. Voilà. Et vous voyez un petit peu les interactions. Ouais. Donc, si j'avais un autre casque là, bah, je rentre avec vous et on travaille ensemble directement et on Ouais. met des annotations. Donc c'est un travail collaboratif et très 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 productif en temps réel. Voilà, effectivement. Je vous remercie. Avec plaisir. On est dans le futur. Enfin, le futur est dans le présent. Nous sommes Non, carrément mais là, dedans. ça change, hein. Ça change. Bienvenue dans la réalité. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'habitude, on a... Voilà. Je crois que j'en aurais besoin, hein. donc là, finalement, on me propose des médicaments pour atténuer la migraine. Bon, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'habitude, c'est vraiment impressionnant, mais c'est vrai que c'est très facilement, j'ai envie de dire, gérable. Oui, Donc très on le plaisamment. voit bien finalement dans le domaine de l'éducation, surtout qu'aujourd'hui les enfants sont beaucoup plus actifs que notre génération, hein. Donc lorsqu'on était enfant, donc c'est vrai que là, en plus donc, de l'apprentissage interactif, en plus de l'immersion, parce qu'on est finalement en pleine immersion. Tout Hein. à fait, exactement. Tout à fait. Vous êtes en pleine immersion, ça donne vraiment. C'est une autre méthode, c'est une autre vision. Il va falloir travailler avec parce que ce sont les outils de demain. Comme vous voyez les jeunes avec les smartphones, aujourd'hui vous avez des applications. Et sur ce type de dispositif-là, c'est une manière de travailler qui va vous permettre de très rapidement devenir autonome. Et ça, j'en ai pas parlé, mais si je peux faire vraiment une petite Oui. parenthèse. Justement, dans l'éducation, je mets en place des systèmes avec plusieurs casques dans un écosystème, dans une classe par exemple, avec un programme. Et en fait, les élèves, ils peuvent faire en simultané à plusieurs, se mettre sur un programme de formation, par exemple dans l'automobile, pour apprendre justement à faire des ateliers mécaniques. Et en fait, les faits et gestes qu'ils vont répéter dans la simulation virtuelle, quand ils vont en sortir et qu'ils vont se mettre sur le côté réel, eh ben, il n'y aura pas de différence. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. Vous reprenez la réalité, vous la dupliquez de manière numérique, et ensuite, une fois que vous allez travailler dessus avec tous les mouvements, mettre un piston, etc., pour ceux qui sont dans la mécanique et qui nous écoutent, vont très 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 vite comprendre les intérêts qu'il y a. C'est surtout la rétention d'informations. C'est différent quand vous apprenez sur un tableau avec les anciennes méthodes, Oui. où on prend des notes, ou quand vous regardez une vidéo sur un écran. 2D. Là, vous êtes en 3 dimensions. Vous explorez tout le moteur. Donc, au niveau. C'est vraiment à 360 degrés. Ah oui, Hein, on a à 360 degrés. Alors là, je suis un peu en train d'imaginer cette application, donc l'application de cette technologie au niveau avec les enfants, parce que c'est vrai qu'au niveau des universités ou des écoles, c'est peut-être on est avec des adultes et c'est beaucoup plus, on va dire, facile avec les adultes. Qu'en est-il des enfants? Parce que aujourd'hui, je suis en train de penser au cursus scolaire où il y a beaucoup de matières. Par exemple, on va parler d'histoire-géographie où l'immersion est très intéressante. On est en train de parler de physique, on est en train de parler par exemple de sciences naturelles. Donc ce sont des matières où cette immersion serait très intéressante pour les enfants. Donc est-ce qu'on peut imaginer finalement une généralisation de cette technologie au niveau des écoles? Des écoles vraiment cursus scolaire, hein, pas au niveau universitaire. Ah, complètement. Pardon. C'est ce qu'on appelle l'écosystème XR, pour Extended Reality. Parce que dans cet écosystème XR, il n'y a pas que la réalité virtuelle. Vous voyez, il y a la réalité augmentée. Aujourd'hui, sur des tablettes, vous allez pouvoir en fait travailler de la même façon, mais sans être en totale immersion. La réalité virtuelle, vous êtes dans un environnement en 3D, digitalisé. D'accord. La réalité augmentée, vous êtes dans le réel. On se voit, à partir d'une tablette, on peut mettre ce qu'on appelle des hologrammes. Oui. C'est de la 3D qui arrive dans le réel pour pouvoir travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut avoir un impact sur les enfants.
Les enfants, c'est pas avant 10 ans, 11 ans qu'il faut les mettre dedans. D'accord, il peut y avoir des dangers, des risques, et c'est pour ça que il faut faire les choses vraiment bien normées pour les faire avec les règles. Donc on peut le faire sur une tablette, on peut le faire sur un écran. Pour les enfants, on va être augmenté, on utilise les smartphones, on peut développer des applications pour les enfants, notamment par exemple pour les mathématiques. Oui. Avec en fait, c'est encore de la gamification. Entre eux, ils peuvent se faire donc une simulation de calcul, mais en mode jeu. Du coup, en fait, dans leur mécanique interne psychologique à ces enfants-là, quand ils sont sous cette thématique de jeu, c'est plus facile pour leur apprendre. Pour l'assimilation. Exactement. Et pour tout, par exemple dans la médecine. Dans la médecine, ce qui est encore. En 2018, il y a eu la première opération de chirurgie assistée par holographie. Et on l'a suivi, c'était vraiment impressionnant, effectivement. Exactement. Et ça, c'est une prouesse technologique. Et vous voyez ça pour les étudiants qui vont pouvoir après derrière devenir de futurs ingénieurs. C'est une préparation. Aujourd'hui, on peut reconstituer un être humain en 3 dimensions, ou bien partir d'un être humain réel. Par-dessus, on superpose son double numérique et on va pouvoir en fait avoir des informations enrichies quand on passe près de sa zone cérébrale. Et c'est des calculs qui sont faits et on rajoute dessus l'IA. Et là, c'est juste formidable parce qu'avec l'IA plus ces technologies-là, pour les étudiants, ils vont gagner une année d'études. Façon de parler, c'est très très. C'est un impact énorme et c'est facile de dire ça, mais voilà, il faut le mettre en pratique. Après, il faut beaucoup travailler, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, justement pour pouvoir concrétiser ces projets déjà avec des startups et puis plus tard, pourquoi pas avec des écoles et les universités, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation de ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir, un honneur et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, à très bientôt et marhaba bik. Merci beaucoup et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une exposition artisanale très particulière parce que c'est une exposition qui a été réalisée par des non-voyants et c'est Feria El-Chir qui s'est intéressé à cette exposition à travers ce reportage. Je vous laisse découvrir, on se retrouve juste après. Une cérémonie riche en émotions a été organisée au Centre culturel d'Alger pour honorer et récompenser les efforts de plusieurs non-voyants. Au cours de cette célébration, des œuvres littéraires et artistiques réalisées par quelques-uns d'entre eux ont été présentées. L'exposition s'est déroulée au cours de 3 jours. On a exposé le tricot, le crochet, le macramé, l'origami, la cuisine, enfin les gâteaux. Les femmes, comme vous pouvez le constater, c'est des non-voyantes à 100%. Elles ont fait beaucoup de défis. Parmi les talents mis à l'honneur, une écrivaine passionnée a présenté ses 3 ouvrages, témoignant de sa volonté de partager sa vision du monde à travers la littérature. On a fait des efforts. Je pense que c'est la première fois qu'on a fait exposition comme cette exposition cette année. Le roman parle des handicaps, comment vivre les handicaps dans l'Algérie, comment il réussit. Deuxième livre, c'est Jorhon Yenzif, parle une petite fille, son parent. Au 3e livre, il raconte l'histoire d'une femme qui vit dans les maisons des vieux. Alors, je suis passé comme par hasard par la place Odin et j'ai fait un petit tour, une petite visite au centre culturel de la wilaya d'Alger, Mustapha Kateb. J'ai visité le salon qui a été organisé peut-être à l'occasion de la journée mondiale de l'handicapé. Et je me suis arrêté sur la table où il y avait une certaine Najat Ben Khedda qui est écrivaine. Elle a écrit pour le moment 3 livres. C'est une jeune écrivaine. D'abord en tant que lecteur, pour l'encourager, j'ai acheté 3 livres, 3 œuvres qu'elle a écrites. D'un seul souffle, la nuit, j'ai lu un livre et je me suis rendu compte que des histoires, des romans, des petits romans comme celle qu'elle avait écrits, reconstituaient
certaines tragédies humaines. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser donc au dossier santé. Qu'en est-il du bien-être au travail? C'est la question à laquelle répondra notre ami Dr Fethi Benachnou, mais ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. Bonjour, et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent et spectatrices. Alors, docteur, vous nous dites toujours que selon l'OMS, la santé, c'est le bien-être d'abord, n'est-ce pas? Oui, et le jingle qu'on a, il est excellent. Celui santé, qui l'a pensé, il est excellent. Ce sont nos réalisateurs. Chapeau. On a une régie sur le canal Algérie. Formidable. Top. Oui, la santé, là c'est un sujet extrêmement important, d'actualité et qui est lié intimement à la santé. À la santé. Il ne faut pas se départir de la définition de la santé, qui dure depuis presque les années 70. Oui. Et elle n'a pas pris une ride. C'est quoi la santé? C'est la définition. C'est un état de bien-être physique, mental et social. Nous, on est restreint, on met beaucoup le paquet sur le bien-être physique. Et le bien-être physique, mental et social. Quand on a négligé, on néglige le social qui peut impacter, qui peut détruire la santé physique. Vous voyez le cercle vicieux finalement. Un cercle vicieux, une conjonction. Et le truc social le plus important dans lequel nous passons presque les 3/4 de notre vie, c'est le travail. C'est le travail, effectivement. Le travail doit être un lieu d'épanouissement. Ça, c'est quand on parle théoriquement, un lieu d'épanouissement qui est réel, mais dans la pratique, parce qu'il y a la réalité et il y a la pratique sur le terrain. Eh bien, le travail, dans le monde entier, il y a des études scientifiques qui se font et qui se penchent de plus en plus sur ce sujet, c'est que le travail est un lieu de maladie. Le travail rend malade. C'est pas le travail est mis de côté, c'est les conditions dans lesquelles d'environnement et d'organisation de ce travail. Il y a une hiérarchisation, ça c'est important. Il y a le chef, le sous-chef, l'adjoint-chef, il y a tous ces éléments-là, et chacun apporte sa goutte de perturbation psychologique des gens. Moi, je trouve qu'on parle, c'est vrai, à juste titre, de le harcèlement sexuel, à juste titre, mais on a trop parlé, on a trop mis en avant. Je dis à juste titre, le harcèlement sexuel, mais on a caché involontairement ou involontairement cette histoire de harcèlement au travail. L'harcèlement moral et l'harcèlement professionnel. Moral et dans les lieux de profession, et c'est là où s'entrechoquent des personnalités. Et plus on est proche des sous-chefs, des trucs comme ça, plus ce harcèlement est très important. Les gens, par les temps qui courent à travers le monde entier, il y a une crise du monde du travail, il n'y a pas de poste, il y a beaucoup de chômage, et c'est à ce moment-là que les gens, c'est réel, font la sourde oreille, mais ils entendent et ça a un impact sur le harcèlement vivant. C'est parfois, on prend une victime, une cible, et on comme on dit, dans le sens, le harcèlement, c'est des actes répétés régulièrement pour vous rendre hors de vous au début, mais le fait que le travailleur ou la travailleuse ne s'exprime pas, n'extériorise pas, n'explique pas, ne verbalise pas
et n'a pas un lieu où se déverser ce qu'on ressent, ce qui fait au fur et à mesure. On parle... Là, docteur, vous me tendez la perche parce que j'ai eu, malheureusement, on n'a pas ce genre d'études chez nous, mais j'ai eu... Très bien. On n'a pas d'études, mais dernièrement, en préparant l'un de mes cours d'ailleurs, je suis tombée sur une étude qui a été faite sur les entreprises en Europe, et ils ont dit que dans l'étude sociale qui a été faite au niveau des entreprises, que 92% des conflits en entreprise en Europe sont dus à un manque de communication, à un manque d'écoute. Donc finalement, le fait qu'on sait à l'avance qu'on ne va pas être écouté, que même si on va parler, qu'on ne sera pas écouté, que notre requête ne sera pas prise en charge. C'est bouché, comme on dit. Et donc finalement, c'est là où toute la frustration va finalement surgir et il va y avoir... une répercussion sur la santé physique et mentale de la personne. Vous avez parlé d'études. Je suis au courant d'une entreprise en France. Hélas, moi j'en ai marre de parler d'ailleurs, de France. Il faut que l'on commence à avoir nos propres études sur ma réalité. Et il faut savoir que l'Algérie, au début des années d'indépendance, on avait la médecine du travail qui était extrêmement performante. J'ai eu l'occasion de travailler à l'entreprise de Rouiba, du moins de participer à des études à l'époque, et il y avait aussi Sonelgaz, qui avait un FTLMI, qui avait un excellent centre de médecine du travail. Maintenant, je ne sais pas. Et là, il faut adjoindre, il faut que notre INSP, l'Institut national de santé publique, il faut qu'il ouvre ça et qu'on voit un petit peu où en est la situation. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des dépressions, il y a des maladies, par exemple cancéreuses, il y a beaucoup qui sont dues. Le diabète aussi. Le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques. Où en est-on en Algérie? Moi, je veux qu'il y ait des études ici en Algérie au niveau des entreprises. Des entreprises, sans que ça soit... on a l'impression, dès qu'on touche à quelque chose, on va dérouler. Non, je crois que ça, c'est extrêmement important et on doit le faire, d'autant plus que l'employé algérien, l'ouvrier algérien, c'est des jeunes qui sont mis sur le terrain. Ça va augmenter, ça va rendre plus agréable la production et relever notre économie qui est actuellement, il faut le dire, on n'a pas d'études. Personnellement, j'ai des cas cliniques qui viennent me voir, voilà ce que j'ai. Alors, ils présentent, j'ai des insomnies, beaucoup de trucs. Par exemple, tabagisme. On dit, je vois des gens qui fument, pourquoi tu fumes? Arrête. Bon, ça c'est important, j'explique. Il dit le mauvais sang. Le mauvais sang, ça, en Algérie, c'est ce terme-là. Il y a aussi le mauvais sang. Pourquoi il y a du mauvais sang? On arrive à obtenir des aveux, pas des aveux, je ne suis pas policier, des confidences. Des confidences, et voilà, j'ai mon chef, mon sous-chef. Je vais vous citer. J'étais médecin dans une entreprise de production. Je reçois un jour un jeune qui me dit, Tabib, une consultation en psychiatrie. Pourquoi psychiatrie? Beau gosse, terriblement en forme, tout ça. Il me dit non, c'est pour, je n'utiliserai pas le terme, c'est pour embêter mon responsable de là où je travaille, mon responsable direct. Peut-être que le DG ou le PDG n'est pas au courant. Pour l'embêter, pourquoi il est allé demander une consultation en psychiatrie? Pour avoir ce qu'on appelle un CLD, un congé longue durée, qu'on donne aux malades chroniques. Mais je l'ai éclairé dans le sens où, pour le met demain, il y aura des commissions paritaires, tout ça, pour passer à un grade supérieur. Quand on verra que c'est un certificat de psychiatrie, ta carrière va être bousillée. Regardez comment on plonge dans ces éléments-là.
Et il faut ça, c'est vraiment des cas qui s'approchent de l'extrême, j'ai envie de dire. Alors justement, docteur... C'est un extrême qui n'est pas banal. Hein, qui n'est pas banal, voilà. Justement, docteur, alors quand il s'agit d'une santé physique, donc d'une maladie, c'est palpable. Donc on sait c'est quoi la maladie, donc on sait comment la prendre en charge. Mais qui était à l'origine de cette maladie? À l'origine. Alors justement, quand on parle de maladie, ce que je voulais dire, c'est que, comme on dit, il y a le médicament, il y a la prise en charge du moins médical, et elle est là. Et puis, il y a beaucoup de maladies, on a juste besoin, comme vous le dites à chaque fois, à travers la sensibilisation, on peut l'éviter en ayant juste une hygiène de vie correcte. Maintenant, revenons à ce monde de travail, parce que là, finalement, il n'y a rien de palpable. Oui, il n'y a rien de palpable, et là, c'est finalement la responsabilité de tous. C'est chacun, finalement, de toute l'équipe qui doit apporter, on va dire, aujourd'hui c'est très tendance, cette énergie positive afin d'avoir un environnement sain. Finalement, c'est toute l'équipe qui doit être sensibilisée. Alors, comment on peut sensibiliser? Comment sensibiliser? Premièrement, bien encadrer. Il y a des gens qui arrivent régulièrement en retard au travail. Oui. Le médecin du travail. Écoute, qu'on a la santé au travail. Et il y a le cadre, il y a des médecins du travail, il y a des psychologues, il y a des... Et en dehors de ça, on a des sociologues qui doivent s'occuper de la réalité quotidienne en Algérie. C'est pas de parler de situations qui sont ailleurs qu'en Algérie. Sans vouloir, c'est le boulot. Deuxièmement, les certificats médicaux d'arrêt de travail. Il y a des gens qui régulièrement... Il faut qu'on s'intéresse un petit peu à ce travailleur ou à cette travailleuse qui me ramène régulièrement des arrêts de travail. Pourquoi? Il faut étudier ça. Maintenant, en 2025, parce que c'est dans 15 jours, on a des psychologues, on a des médecins, on a des psychiatres, et je crois que pour le travail, il faut les injecter dans le travail et montrer leurs responsabilités parce que ça porte préjudice à l'entreprise, ça porte préjudice à la production, au mal-être pourquoi moi je ne suis pas syndicaliste ou autre, bon, mais arrêtons de mettre le paquet que c'est que le syndicat. Je n'ai rien à voir dans tout ça, moi je l'évoque. Je dis qu'il faut faire parler le personnel qui s'occupe, le thérapeute qui s'occupe et qui prévient ces histoires-là. Alhamdoulilah, j'allais dire tout à l'heure qu'il y a une grande entreprise française où les gens dans l'entreprise se suicidaient, ils ne se jetaient pas, mais ils ont bien étudié. On a pris en charge ce problème, non pas par le côté, parce que les syndicats ont commencé, il y a une méthode d'action des syndicats, je ne m'y connais pas, mais on a mis le paquet sur les médecins, les psychologues, pour étudier comment le travailleur vit-il, ressent-il son lieu de travail. D'autant plus que les travailleurs ont des problèmes de transport, ont des problèmes de logement, ont des problèmes Donc, tout ça, ce sont des éléments qui rajoutent une couche finalement à ce malaise mental, moral et social. Mal-être, c'est ça qui est important. Nous, ce que nous attendons, c'est le bien-être. Or, attention, ce n'est pas global. Il y a des situations de mal-être. Alors, il y a la régie qui vous dit, nous, on est comme ça au travail. Ah, très bien. Mais elles n'ont pas les cheveux noirs, celles qui sont au travail. Si, il y a Marie Maquet qui a les cheveux noirs. Pas moi. Non, c'est vrai. Châtain. Non, c'est une bonne. Foncé, je crois. Non, c'est une bonne diapo. Elle est excellente. C'est ce qui doit ressortir Mais quand vous êtes c'est des études cliniques, ce qu'on appelle, nous, en médecine, des observations cliniques. Les médecins du travail, les psychologues devraient s'intéresser et apporter un éclairage sur les conditions. C'est vrai qu'une profusion d'arrêts de travail, ça porte préjudice à l'entreprise. Et je suis contre. Mais il faut que l'on apprenne à étudier quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui peuvent perturber la production en Algérie dans une entreprise. Attention, même dans le milieu médical, il y a des médecins qui vivent ce problème-là et il faut que ça Alors soit... ça, je ne sais pas si on peut revenir à la petite image, voilà.
les youpi, t'as voilà. youpi. Non, c'est pas ta youpi, c'est une image très 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 expressive et je pense que c'est l'une des images que plusieurs personnes d'ailleurs vivent et c'est ce qui emmène finalement à ce mal-être. La voici. Voilà, et, parce que moi j'ai pas la l'image, voici. il faut que Voilà. je fasse ça. Elle est là, juste en face de vous, par là, docteur. Ah Là, oui, voilà. vers la gauche, oui. Donc voilà, donc on n'est pas bien et on montre toujours que nous sommes bien. Donc là aussi, c'est une façon de ne pas s'extérioriser, de ne pas s'exprimer. Et c'est ce qui emmène aujourd'hui à ce qu'on appelle communément le burn-out, Oui, docteur. il faut être humain. N'importe quel humain, homme ou femme, ne veut pas montrer le visage détérioré. C'est humain. Oui. Alhamdoulilah, Oui. on garde encore un petit honneur, Oui. une estime de Oui. soi. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement effondré. Effondré, c'est ça. Ça, c'est et le fait, mais il y a un niveau où le fait de rejla. Oui. Notre- Oui. Le vocabulaire algérien est merveilleux. Il exprime, il résume en une phrase Oui. des choses vraiment profondes. Rejla, ça, même les femmes Oui. disent rejla. J'ai écouté des émissions. Rejla, ça, c'est pas uniquement les hommes. Oui, oui, Rejla, oui, oui. c'est même une femme. Même une femme, même chez les enfants aussi, Même chez les aujourd'hui enfants, ils le disent. Rejla, une certaine fierté, et surtout une certaine estime de soi. C'est ça. Mais il y a un moment où ça pète. Je m'excuse, ça lâche, ça casse, et à ce moment-là, on dit le burn-out, burn-out. Mais il faut savoir qu'est-ce qui amène au burn-out. Et comme je tiens beaucoup à la prévention, il faut faire la prévention du burn-out. C'est pas quand quelqu'un burn-out, on l'adresse en psychiatrie et vas-y les neuroleptiques, les tranquillisants. Non, c'est la plus mauvaise. Je crois qu'on a une santé, une médecine du travail. Elle est très forte. On a des antécédents, des traditions de médecine du travail. Je crois qu'il faut réveiller tout ça et qu'ils soient. Ce ne sont pas des administrateurs, ce ne sont pas des bureaucrates et ce sont des gens dont la situation est liée à la bonne santé de l'entreprise. Effectivement. Donc, voilà. Encore une fois, un point préventif, docteur, on parle souvent effectivement de la santé physique, mais la santé mentale. Oui, on termine très vite, docteur. On dit burn-out. Burn-out, c'est foutu, c'est la maladie. Voilà. Il faut que je sois au courant des gens fragilisés dans mon entreprise. C'est le rôle du médecin, c'est le rôle du psychologue, de la Et c'est une prévention, encore une fois, docteur, qui doit être prise en charge effectivement à l'avance, avant que ça ne lâche. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu sur ce sujet. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre séance de prévention. Ah oui. Et pour éviter le mal-être. Le mal-être, voilà. Merci beaucoup, docteur. On continue cette fois-ci. Nous allons aller en balade du côté donc de Djerjera et on se retrouve juste après. Le parc national du Djurdjura est une réserve naturelle classée au patrimoine universel de l'UNESCO, réserve de biosphère depuis près de 30 ans. Un terrain propice à l'écotourisme. Les atouts du parc sont nombreux. Les paysages ici sont féeriques, les montagnes et les lacs sont à couper le souffle. Juste derrière ce sommet, il y a un grand lac très connu. C'est un endroit magnifique. Nous faisons tout notre possible pour le préserver. Les gens viennent de partout pour profiter des paysages. Beaucoup de sportifs s'entraînent ici régulièrement pour les compétitions. Cet endroit a vu passer de très grands athlètes et même des champions olympiques comme Toufik Marloufi qui s'entraînaient ici même à Tikejda. Nous avons une zone réservée à la recherche scientifique à laquelle seuls les chercheurs peuvent accéder. Nous avons une deuxième zone réservée à des activités diverses, telles que les sports de montagne ou encore l'écotourisme. La biodiversité d'une richesse exceptionnelle abritée par ce lieu unique en fait un joyau naturel et un sanctuaire écologique de grande importance. Ce parc abrite des espèces rares de rapaces, telles que le vautour percnoptère d'Égypte. L'on y trouve aussi de nombreuses espèces de mammifères comme la hyène. La diversité naturelle du parc national du Djurdjura offre des opportunités d'exploration diverses et surtout des panoramas à couper le souffle.
à l'art actuellement, puisque nous allons parler de cette magnifique exposition collective qui se passe donc, au niveau de l'école Crescendo, représentée par sa cofondatrice ce matin, Madame Fatma Zohrachin. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Marhaba bik. Et bien sûr, le cerveau qui réfléchit à toutes ces expositions, qui réunit un peu tous ces artistes autodidactes surtout. Nour Taïb Zahmi. Nour, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Nour? Ça va très bien. Ah, ça va être Nour puissance 2, là. Nour Liaqin, chaque fois. Voilà, Nour Liaqin. Voilà. Voilà. Allez. On a l'habitude, alors toi c'est Nour Liaqin, moi Nour Houda. La deuxième partie du prénom, elle a tendance à disparaître, finalement. Oui, la même chose pour moi, en fait. Oui. Oui. Comme pour tous les Nours, toutes les Nours qui ont un prénom. Finalement. Pas que les Nours. Pas que les Nours. Enfin, tous les prénoms composés, généralement. Exactement. Voilà, les prénoms composés. Alors, cette fois-ci, on revient avec une deuxième édition. Bon, c'est la deuxième édition de 7 rencontres, mais il faut dire que vous faites beaucoup de rencontres en même temps. Mais celle-ci, elle est très particulière parce que cette fois-ci, encore une fois, dans cette deuxième édition, vous allez, encore une fois, mettre en valeur du travail, donc un beau travail de la part d'artistes un peu dans tous les domaines, polyvalents, voilà, et autodidactes. Donc c'est ce qui fait la particularité finalement de vos rencontres, n'est-ce pas? Oui, mais pas souvent autodidactes. Nous sommes ouverts pour tous les artistes, que ce soit autodidacte ou bien formé ou bien... bon, il n'y a que ces deux cas. Oui. Voilà. Donc on est... Je vais dire, on est un nid d'art. On reçoit tout le monde, tous les artistes. Et quand on dit artiste, d'ailleurs, ce n'est pas juste une personne qui pratique de l'art. Oui. Même une personne qui a une vision, une belle vision, je la considère comme un artiste aussi. Effectivement, parce que c'est avec toutes ces conférences, avec toutes ces visions qu'on peut construire quelque chose finalement de commun. Alors Nour, parle-nous un peu de cette édition. Donc 8 artistes seront au rendez-vous cette fois-ci. Effectivement. Alors c'est la deuxième édition de l'exposition d'art et design Mazic. Quand je dis art et design, parce qu'il y a l'art, il y a aussi le design d'objets et aussi l'artisanat de l'art. Voilà, donc il y a une grande variété artistique, même dans cette deuxième édition. La première édition, c'était vraiment magnifique. Donc, Joanna Bzef, les artistes, la sculpture, la photographie, il y a même chocolat et tout. Oui. Vraiment, on est ouvert. C'est vraiment un large spectre finalement. Et surtout, on a choisi en fait la période la fin d'année, les cadeaux, etc. Donc, on a pensé pourquoi pas vraiment pour la continuité de ce projet, pourquoi pas. Et c'est l'occasion parce que grâce à Crescendo School, parce que c'est la première c'est la première galerie d'art et store à Blida, c'est Orma, voilà. Le nom de la particularité, galerie, c'est Orma. effectivement. Orma, c'est empreinte, c'est un mot italien qui signifie empreinte. D'accord. Voilà, où chaque artiste qui visite notre galerie, il va laisser son empreinte à travers ses œuvres, à travers ses réalisations. Donc, Orma encourage les artistes. aussi notre empreinte. Oui, voilà. bien sûr. Effectivement. Voilà, donc on a commencé l'exposition le 7. Demain, c'est la clôture, donc j'aimerais bien si vous pouvez passer. En tout cas, les artistes qui exposent actuellement, il y a Kahina Bouzid, il y a Mariam Chaouane, ce sont des artistes peintres. Il y a 2 photographes aussi, Abdelhaq Hamida et Jihan Majdan. Il y a la créatrice de bijoux, Mariam Hashmi. Et aussi, on a l'artiste de Tipaza, Sambe Kriya, Islam Othman, qui fait des sculptures en bois. Oui. Donc, plus que ça, il y a Nourdine Hamouche, voilà, peut-être vous le connaissez. Et normalement, c'est bon, on a clôturé enfin la liste. Et le médaillon que tu portes, ah bah oui, c'est de l'artisanat finalement. Oui, c'est un cadeau de la part de l'artiste. Oui. Sinon, Un échantillon. Nour, il y a Nour ici. Nour. Oui, voilà. Là, je reconnais finalement les lettres. Voilà. C'est un cadeau de sa part. Voilà. C'est très joli. C'est le même qu'on voit sur la photo. Effectivement. Voilà, c'est le même qu'on voit sur la photo. Plus que ça, il y a des performances musicales, piano, les élèves en fait de l'école. Voilà, c'est la touche de l'école parce que ça reste quand même une école d'art aussi qui a ouvert encore une fois un espace à l'art. Donc voilà, nous sommes en train de voir de magnifiques photos. Là, on voit les performances un peu de l'école. Donc finalement, c'est un carrefour d'artistes, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui. On peut dire ça. On reçoit les artistes, on forme aussi des artistes. Et quand on dit on forme pas que, je vais dire, artistiquement.
Oui. Je veux dire, même on travaille sur la mentalité, sur... Ah, ça c'est important. Bah oui, oui. c'est surtout ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est un package, hein, donc c'est pas parce qu'on s'est dessiné, on s'est joué que... Voilà, c'est tout un comportement. Exactement. C'est l'humanité avant tout. Donc là, on voit donc, des petites performances, donc tout le monde est autour. C'est très convivial, hein, c'est très amical, très convivial. Oui, c'est conçu pour être convivial. On a travaillé avec architecte designer aussi. Oui. Oui, Madame Abed Khadija. Elle nous a fait la conception, les couleurs, tout est, on va dire, étudié. Oui. Voilà, pour mettre en valeur surtout le travail des artistes, effectivement. Oui. Voilà. Alors, sinon, voilà. Je me disais, parce qu'il y a le réalisateur qui me dit je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends à travers la photo. Voilà. Ce sont des artistes aussi qui ont fait ça, hein, oui. N'est-ce pas? La collation. La collation, oui. Rada, voilà. Oui, c'est une spéciale à Rada. Oui. Voilà, exactement. Alors, elle est merveilleuse. Elle est artiste dans l'art culinaire. Dans l'art culinaire, voilà. C'est de là. C'était trop bon. Vous avez raté. Trop beau et trop beau. Voilà. On va pas rater la prochaine fois. Voilà. La prochaine fois, Inch'Allah, on sera de la partie. Mais sinon, Nour, ce qui est encore une fois intéressant, c'est que, elle le disait, Fatma Zahra, il y a quelques instants, donc c'est vrai que c'est un espace qui est ouvert à tout le monde, mais cette fois-ci, c'est vraiment les autodidactes qui ont pu participer, qui ont pu donc mettre en valeur leur travail. Alors c'est vrai que lorsqu'on est autodidacte, on a peut-être un peu plus de responsabilité quand on travaille, n'est-ce pas? Oui, en fait pour cette édition, il y a deux photographes. Je pense que c'est la première fois pour Jihan. Voilà, c'est sa première exposition, sa première participation. La même chose normalement pour Abdelhaq. Et aussi, la femme qui fait des dessins, des peintures sur verre, c'est Siham Himar. Voilà, c'est la première participation. Par contre, si on parle en fait sur Nordine Hamouche et Sam Bekria, ce sont des artistes, mais par exemple, quand je parle sur Amal Himar, désolé, pas Amal Himar, mais Siham Himar. Voilà. C'est un rêve pour elle pour exposer. Voilà. Donc le fait que vraiment c'était vraiment la dernière minute. C'est toujours les choses qui se passent à la dernière minute qui réussissent le mieux. Voilà, elle n'était pas au programme, mais c'est venu la dernière minute. Puis on a vu les tableaux de Taha, c'était magnifique. Magnifique. Ils sont magnifiques. Peinture sur verre. Personnellement, j'ai adoré. C'est une mosaïque. Et c'est quoi justement les thématiques des peintures? Il y a de Siham, vous voulez dire? Alors, c'est la mosaïque, c'est ça? Non, c'est pas de la mosaïque. C'est la technique qui, en fait, les traits de verre, c'est presque la mosaïque. Mais c'est pas de la mosaïque, non. C'est de la peinture sur verre, mais comme si des morceaux collés, mais c'est en peinture. Voilà, nous sommes en train de voir le travail. Effectivement. Voilà, nous sommes en train de voir le travail. C'est vrai que ça demande beaucoup de patience pour un travail pareil. C'est vrai que ça demande de loin, c'est presque la mosaïque, mais c'est pas du tout la mosaïque. Mais on a l'impression de voir un truc mosaïque. Voilà, c'est vrai, de loin, c'est ce qu'on a l'impression. Le fait que cette personne, elle a exposé ses œuvres, pour elle, vraiment, c'est un grand pas pour elle. Certainement. Moi, j'ai adoré ça parce que le fait que j'ai la main pour aider quelqu'un d'autre, pour mettre en lumière ses œuvres, moi, j'ai adoré. C'est ça le but de Orma, et voilà, pour encourager les artistes. Quand ça vaut la peine. Oui. Quoi? Quand ça vaut la peine. Il y a des artistes vraiment qui ne sont pas connus, mais ils font des merveilles. Voilà. Là aussi, on voit un autre travail. Nordine Hamouche. Nordine Hamouche, voilà. C'est un peu ton style aussi, Nour, non? Oui. Mais toi, c'est pas beaucoup de couleurs, par contre. Parce que je suis aussi parmi les artistes de Sine. Voilà. D'accord. Tout ce qui est symbolisme, Aoucham, les motifs, etc. Mais toi, tu n'utilises pas autant de couleurs, si? Oui, c'est presque, Voilà, parce que quand je vois ton travail, j'ai plus l'impression de voyager vers le sud. Oui, voilà. C'est des couleurs terre. De Tassili Nadjer, les personnages de double triangle, les motifs. Enfin, j'adore la touche berbère, africaine. Tu utilises beaucoup les couleurs primaires. Le jaune, le rouge. Moi, en fait, beaucoup plus, le jaune, le rouge et le bleu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je me disais qu'il n'y avait pas autant de couleurs. Mondrian, une palette. Voilà, effectivement. Alors aussi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait dernièrement, mais c'est en dehors de l'exposition. Les portraits. C'est les portraits. Oui, voilà. La plupart, j'ai lancé un challenge. C'était un challenge, effectivement. Voilà, mon portrait, il s'appelle. Et j'ai dessiné mes collègues. Bon, je suis avocate en parallèle, donc j'ai dessiné la plupart de mes confrères et mes consoeurs, mais
enfin, à travers ma vision, ma propre vision. Le prochain, ce sera le mien. Oui, mais avec oui, oui. Attends, avec ton point de vue. Voilà. Entre parenthèses, je pense que Nour, on peut dire, elle a créé un style propre à elle. Voilà. C'est un mélange de styles, mais il y a toujours, on reconnaît toujours la touche de Nour. C'est vrai. Voilà, exactement. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, je sais, sans lire le nom, je sais très vite que c'est elle. Des fois même, et voilà, il y a des gens, ils ne savent même pas que, enfin, il n'y a même pas de signature directement à cette Nour. Il y a l'empreinte, elle est claire, voilà. Voilà, donc rendez-vous pris pour aujourd'hui, demain, ce sera aujourd'hui et demain la clôture. Inch'Allah, on attendra la troisième édition. Pour toutes les personnes qui sont intéressées à l'art, Blida, Alger, donc comme demain, c'est la clôture. Même, je voudrais bien lancer un appel à tous les artistes, quels qu'ils soient professionnels ou bien juste amateurs d'art. Si vous voulez vraiment exposer vos réalisations, marhaba bikoum la galerie Orma. Eh ben voilà, des ateliers, des workshops, peut-être, pourquoi pas, des résidences artistiques après. Inch'Allah. Il y aura même une performance musicale aussi. Certainement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nour Fatma Zahra, merci. Donc rendez-vous pris jusqu'à demain. Inch'Allah, en attendant la troisième édition. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller en visite au musée de Cherchel. Et cette fois-ci, ce sera Mia Boudbouda, notre guide. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après. D'accord, super. L'heure du départ vers Cherchel a sonné, après une nuitée passée dans cette belle maison où chaque détail nous rappelle le patrimoine algérien et notamment les douirettes de la Casbah. Monsieur Hammouche veille à ce qu'on s'y sente comme chez soi. Je partage ma maison. Le fait de partager la maison, on ne peut pas partager plus que ça. Donc on ouvre son intimité, son cœur et donc tout ce que nous avons de cher comme souvenir et où nous recevons des gens où il fait, dans un espace où il fait bon y vivre. Et on découvre aussi un art de vivre, une façon d'être dans notre pays. Sous son magnifique ciel bleu qui se reflète avec élégance sur l'eau, Cherchel nous accueille. Le premier site est le musée archéologique. Rochdi, notre guide, nous narre la riche histoire de l'antique Césarée. À peine je suis arrivée l'avion, quand j'ai vu déjà l'Algérie, j'avais les larmes aux yeux. 34 ans, je suis pas venue. C'est beau, l'air il est super, les gens ils sont gentils, vraiment c'est magnifique, magnifique. Incroyable. En fait, je ne connaissais pas Cherchel. C'est la première fois que je viens dans cette ville, la wilaya de Tipaza. Et alors déjà, c'est une ville lumineuse, vraiment. Et finalement, qui est chargée d'histoire et donc importante pour notre histoire également. Là, on vient de sortir du musée. Alors déjà, on se rend compte que c'est un musée qui est extrêmement bien, dont toutes les pièces sont extrêmement bien conservées. Et ça nous en apprend toujours un peu plus sur ce qu'il s'est passé en Algérie, parce que moi j'appelle ça l'Algérie tout simplement. Et quelque part ça fait partie de notre histoire parce que c'est aussi ce qui nous a un petit peu construit. Donc vraiment moi je trouve ça fantastique. Et alors là cette place, quand on sort du musée et qu'on se retrouve sur cette petite place, avec les gens assis sur les bancs, toute sa verdure, les gens qui discutent, le port, enfin, cette vue magnifique. Voilà, on a juste envie de se poser et de regarder ce qui se passe et de regarder le temps s'écouler. C'est vraiment sublime. Le deuxième point de la visite est les thermes de l'Ouest. Ici, chaque ruine raconte une histoire millénaire. C'est une petite ville avec des vestiges romains que je ne connaissais pas, à peine de nom et encore. Et du coup, la visite guidée, là, c'est très intéressante, très enrichissante. Et alors, ça donne envie d'en savoir plus sur cette partie de l'histoire algérienne et sur cette ville en particulier aussi.
La virée se poursuivra à pied dans cette apaisante ville, mais place maintenant à un copieux repas iodé, car qui dit Chelchel dit port et pêche. Donc quand on sait qu'en Algérie, on retrouve énormément de sites antiques, moi qui suis intéressé par l'histoire, donc j'ai marqué beaucoup d'intérêt à passer en revue les différents sites qu'on nous a proposés, le musée, les thermes, la balade de la vieille ville. J'ai retrouvé, grâce à notre guide, un certain nombre d'éléments que j'avais pu découvrir dans d'autres sites du bassin méditerranéen. Et moi qui suis aussi un gourmand, j'ai attendu patiemment de pouvoir passer à table et on a eu la chance de déguster en fait, des spécialités de poissons. Et donc on a passé jusqu'à présent un excellent moment. Creuset incontesté de civilisation. Aujourd'hui, Chelchel continue à captiver les esprits en offrant une immersion dans l'histoire de son glorieux passé. Et de retour sur le plateau, et donc c'était une très très belle visite à la ville de Chelchel, réel musée à ciel ouvert, et c'est Lamia Boudbouda donc qui s'est intéressée à ce reportage, et on va continuer à parler de Chelchel, de la Kseba de Chelchel particulièrement en compagnie de Samira Hadjamal, mais ce sera juste après cela. Samira, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Samira? Très, très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de l'ouest d'Alger. À l'ouest d'Alger, voilà. Là où Boudbouda Lamia Boudbouda nous a emmenés il y a rester, quelques minutes. On va y rester. On reste à Chelchel, qui est situé à une centaine de kilomètres d'Alger, à l'ouest d'Alger. Mais Alger est à l'est de Chelchel. Hein. Oui, voilà. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc pour y aller, on peut aller elle est traversée par la route nationale numéro 11. Et elle a au sud Ain Defla. Ça, c'est pour la situer. Voilà. Donc, et la mer au nord, bien sûr. La mer, c'est une ville, on va dire, qui est traversée, et pas qu'elle d'ailleurs, par le littoral algérien, un littoral magnifique d'ailleurs. Voilà, donc la ville de Chelchel est une ville précieuse, historique. Elle a été le siège de Juba II, mais pas que. Donc c'est une longue, très très longue histoire. Oui. Elle a été traversée par de nombreuses civilisations. D'abord les Phéniciens, du 4e au 1er siècle avant notre ère, par les Romains, par Juba II, bien sûr. On dit l'époque jubaïenne. Voilà. Ensuite, il y a eu les Vandales, il y a eu le Moyen-Âge, ensuite les Andalous et l'époque coloniale, ensuite la contemporaine qui est depuis 1962 à nos jours. Et Ain Kseba, elle fait partie de l'époque, on va dire, ottomane. Non, Andalou ottomane plutôt, parce que ce sont, on va dire, deux communautés ou deux époques dans une seule époque. Ils ont cohabité, ils ont habité au même moment, et la Ain Kseba a été construite entre le 16e et depuis le 16e siècle jusqu'au 18e siècle. J'ai ramené un ouvrage qui est un guide en fait qui est produit par l'OGOBC, l'Office de gestion des biens culturels, qui dépend du ministère de la Culture. C'est un guide qu'on peut retrouver dans tous les musées. Chelchel en a un très beau d'ailleurs, que Lamia Boudbouda nous a montré tout à l'heure. Et ça décrit sommairement, mais ça reprend l'essentiel des sites à visiter. Voilà, juste pour dire que Ain Kseba, c'est la Médina, c'est la vieille Médina de Chelchel. Elle comptait 500 maisons. Aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais elles existent. C'est-à-dire elles sont le témoin d'une époque, et un très beau témoin, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Bien sûr, la couleur blanche. Aujourd'hui, pas tout à fait, puisqu'il y a eu du colonial et puis même du contemporain qui s'est implanté autour. Mais c'était une... Donc, Ain Kseba, c'est le diminutif de Ksba. Oui. Et Ain, parce qu'il y avait une fontaine. Donc, cette Kseba, cette petite Kasbah, c'est articulé autour d'une fontaine. C'est simplement... un peu la philosophie de toutes les Kasbahs, j'ai l'impression, Samira. Donc on construit toujours autour d'une source d'eau, toujours autour d'un puits, autour...
Alors, elle fait partie des plus anciennes Casbah d'Algérie. Mais contrairement, par exemple, à la Casbah d'Alger, où les fontaines étaient accolées au mur. Elles n'étaient pas au centre de la vie, on va dire. Elles étaient toujours près d'une mosquée où il y avait un avaloir. Donc, à Cherchel, il y a une immense fontaine. Elle est au centre de la ville. Elle est devant, on va dire, sur la place publique. Voilà. Donc, les Andalous, quand ils sont arrivés à la chute de Grenade, ils sont allés se réfugier là-bas. Et ils ont côtoyé les Ottomans. Le quartier était divisé en deux, à l'est et à l'ouest. Chacune de ces communautés s'est installée l'une à l'est, l'une à l'autre, l'une à l'ouest. Voilà. Et la partie qui va jusqu'à la mosquée des 100 colonnes, tu vois, la mosquée pas loin en face de la fontaine, c'était la partie ottomane. Mais toutes deux, c'est-à-dire Andalous ou Ottomans. Les Ottomans sont arrivés parce que les Andalous qui avaient fui l'Espagne à la chute de Grenade avaient encore peur des Espagnols, c'est-à-dire des attaques des Espagnols. Elles ont continué les attaques des Espagnols au XVIe siècle sur l'Algérie. Donc ils ont appelé les Ottomans. Et c'est comme ça que les Ottomans sont venus et ils ont apporté avec eux leur... on va dire leur savoir-faire, leur culture, comme toutes les civilisations qui ont traversé l'Algérie. On le ressent dans l'encadré des portes, on le ressent dans les portes de la ville, de la vieille Médina, on le ressent dans l'architecture des maisons, dans la composition l'agencement de la maison, je veux dire, dans les matériaux, dans les tuiles. Alors, il y a des tuiles, mais tout ça, bien sûr, les deux, on construit à partir de restes antiques, on va dire de vestiges romains, mais romano-berbères, bien sûr, puisque ce sont des berbères qui ont été romanisés en Algérie. Donc, ils ont construit avec des matériaux préexistants sur des restes vestiges. Et on peut donner l'exemple de la maison familiale de Assia Djebbar, parce qu'Assia Djebbar est de Ain al-Qseba. Elle est de Cherchel, Fatma Zohra Imalayen. Donc, chez elle, par exemple, la maison, bien sûr, est tombée en ruine. Il reste la façade de la maison, la porte, et on constate un aqueduc, un morceau de l'aqueduc des environs. Voilà, donc on peut retrouver dans ces maisons anciennes et ces hammams, parce qu'il y a des hammams, on va retrouver les carreaux de faïence, les mêmes qu'on retrouve à la Casbah d'Alger, ou par exemple à Maliana, là où il y a eu en fait le passage des Ottomans. Et des hammams, donc des structures comme ça. Une structure, une vieille ville, une médina construite sur un modèle andalou ottoman, avec tout ce qui ça implique. Un patio, une fontaine, un hammam, des portes, des encadrés en marbre, des décorations. Voilà. Alors finalement, c'est une petite ville, donc plusieurs quartiers qu'on peut retrouver dans cette petite ville. On a vu quelques images qui défilaient il y a quelques instants, donc carrément des petites ruelles. Carrément, c'est le principe même des Casbah. Voilà, donc ruelles, impasse aussi, parce que c'est plusieurs mosquées. C'est la même structure. Tu vas à Délis, la Casbah Délis qui est considérée comme la plus ancienne Casbah. C'est pareil. Et toutes deux ont été transpercées par le colon français. C'est-à-dire qu'il y a toujours une route qui passe au milieu. Pour celle de Cherchel, non. Elle est, on va dire, au sud du territoire donc de Cherchel, sur la partie la moins accidentée, parce que ça reste aussi une montagne, tout comme on voit les carreaux de faïence sur les images, justement. Oui, on peut, jusqu'à aujourd'hui, on peut retrouver les colonnes, les portes qui sont faites soit en stuc, soit en marbre. Tout ça mérite une réhabilitation. Oui. Et donc les carreaux de faïence, on l'a vu sur les images, on a vu les piliers qui sont restés conservés d'ailleurs jusqu'à présent. Et il faudrait qu'il le reste encore un peu plus. Il y a, c'est-à-dire qu'on peut réhabiliter et sensibiliser aussi les habitants, parce que ça reste quand même une ville qui reste toujours habitée, comme la Casbah d'Alger. C'est un lieu extrêmement touristique, parce que toute la ville de Cherchel possède des vestiges antiques. Il y a le musée qui est fabuleux, et tout ce qu'il y a dans le musée pratiquement a été retrouvé dans la ville. Donc il y a le forum, il y a les temples, même la mosquée en elle-même, et elle est magnifique. Elle toute seule, elle est à visiter. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a énormément de vestiges dans la ville
comme on a vu dans le reportage. Mais tout ça pour dire que même ce qui a été construit au XVe siècle, au XVIe siècle, a été construit avec du vestige antique. Donc ce serait dommage qu'il disparaisse. Ce serait dommage que cette partie de l'histoire disparaisse. Et en plus, c'est le cœur de la ville. Voilà. Donc, un appel lancé aujourd'hui, oui, comme, pour la comme réhabilitation voilà. de Comme d'habitude, la réhabilitation de Ain effectivement, et la préservation de Ain Qseba, qui reste quand même un autre patrimoine effectivement, qui appartient à l'Algérie. Merci beaucoup, Samira. Merci, Nour. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour notre escale. Sinon dimanche, Sinon avec dimanche, effectivement. Merci beaucoup, Samira. Donc, on se retrouve très bientôt et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat dans l'écosystème numérique. Et c'est Hamid Rebouh qui s'intéresse à cette question dans ce reportage. Et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. L'entrepreneuriat dans l'écosystème numérique a connu une croissance exponentielle ces dernières années, particulièrement dans le domaine innovant comme les technologies, les plateformes en ligne et les services numériques. Cet environnement a permis à de nombreux entrepreneurs de se lancer parfois avec des ressources limitées en exploitant la puissance d'Internet. Des startups se sont développées autour de concepts de transformation digitale, de services en ligne et de solutions technologiques qui répondent à des besoins croissants dans divers secteurs. Ils utilisent des modèles d'affaires innovants tels que les plateformes, les applications mobiles, le cloud computing ou encore les solutions d'intelligence artificielle. اليوم نحكوا على l'entrepreneuriat dans le système numérique. Donc tout simplement c'est de l'entrepreneur اللي يجيب solution ولا حل لمشكل معين. دونك لا سوليسيون اللي راح يجيبها هذا المقاول من الافضل باش تكون يعني حل رقمي، تكون تحل مشكل بطريقه رقميه. مثال انها تكون اون بلاتفورم الكترونيك ولا اون ابليكاسيون موبيل اللي تحل مشكل معين اللي يكون مشكل اقتصادي، يعني يكون ان بروبليم في ليكونومي ولا في ان بروبليم سوسيال ولا ان بروبليم في لاغريكولتور ولا. Al-Moustachir est une start-up qui offre un service de conseil en ligne aux citoyens et entreprises dans divers secteurs. مستشير c'est un exemple على l'entrepreneuriat في هذا المجال تاع النوميريك، بحيث انه قمنا انا وخير الدين بولفعه شريكي يعني جبنا فكره. هذه الفكره هي سوليوشن في الدومين تاع لو كونسلتينغ. يعني بعد ما لقينا المشكل في انه الناس باش يكونسلتيو دي كونسلتون دون ديفيرون دومين، ما كانوا يلقاو دي بروبليم كيفاش يلحق لهذاك الكونسلتون باش يدير الاستشاره تاعو. En l'espace de 2 années, cette start-up a réussi à se développer et à accéder au monde de la bourse, un signe positif de son impact et de son évolution. L'introduction en bourse d'Al-Moustachir marque une étape importante pour l'écosystème des start-up en Algérie. Elle témoigne de la dynamique de ce secteur et de l'intérêt croissant de ces entreprises innovantes. On a commencé en tant que start-up en 2022. Donc après, alhamdoulilah, حققنا des chiffres positifs وين قدرنا نطلعوا ولا نرفعوا نديروا l'augmentation تاع الكابيتال تاع مستشير à partir de 100,000 دينار حتى ل 20 مليون دينار. وكبرت لا فيزيون تاع مستشير وين ولينا نحوسوا نديروا نتوسعوا نكونوا فاست اكثر حتى في ماشي غير في الجزائر برك، حتى في الدول الخليجيه وغيرهم. فهنا احتاجنا لانفستيسمون اكثر، وهذا الانفستيسمون كاين بزاف طرق باش نجيبوه. حنا خيرنا انه نعاودوا نحيوا البورصه تاع الجزائر وانه نديروا خطوه تاع لا بريمير ستارت اب الجيريان اللي حتكون في لا بورصه الجيريان. Le succès de cette opération pourrait encourager d'autres startups algériennes à se tourner vers la bourse pour financer leur croissance. Cela contribuera à renforcer l'attractivité de l'Algérie pour les investisseurs et à accélérer le développement de l'économie numérique. Et la question climatique, qu'on en parle à présent en compagnie de notre invité, puisqu'un événement phare qui regroupe plusieurs experts de toute l'Afrique. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, Khaïda Anet. Khaïda, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Khalida? Ça va. Alors Khaïda, ça fait tout drôle finalement de recevoir une ancienne collègue.
n'est-ce pas? Alors, on n'est pas dans la reconversion, hein, on est vraiment dans le même domaine. Non, on est dans le même domaine, dans la continuité, disons, et ça me fait plaisir de vous retrouver, de retrouver aussi mes collègues avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. Effectivement. Alors, Khalida, donc, directrice de l'entreprise Green Eco Algérie. Green Eco Algérie, aussi fondatrice donc, de ce grand événement Africa Global Impact Summit, qui est déjà à sa deuxième édition. Rendez-vous pris pour le 16 et 17. Et cette fois-ci, ça va être une question cruciale donc, que les experts invités vont débattre, notamment la question liée au climat. Aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme, Khalida, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, je suis la directrice de Green Eco Algérie. Je suis aussi la fondatrice du Africa Global Impact Summit. On en est à la deuxième édition. Nous avons organisé une première édition l'année dernière. L'objectif derrière était de vulgariser autour des questions de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. On en parle beaucoup, c'est on en parle beaucoup, il faut s'y mettre. Et puis, toutes les questions de développement durable et puis des objectifs de développement durable dans l'Algérie, rappelons-le, s'est engagé et a signé la charte pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, dans quelques années, en fait. Hein, quand on dit 2030, ça passe très vite. Donc, une première édition réussie et c'est à la demande de nos parties prenantes, participants, entreprises, qu'on a décidé de reconduire l'événement cette année et de l'organiser avec des thématiques bien spécifiques cette année qui touchent directement non seulement les institutions et les gouvernements, mais aussi les entreprises de façon directe et leur contribution aussi dans les objectifs à atteindre par leurs États. Donc cette année, je remercie d'abord Monsieur le ministre de l'économie de la connaissance, des startups, des micro-entreprises pour le parrainage et l'accompagnement et le soutien surtout. Donc ils nous ont soutenus depuis le lancement de l'édition. Et puis cette année aussi, je remercie Madame la ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie qui n'a pas hésité un instant à nous soutenir et à faire participer les cadres du ministère dans l'événement et puis dans la réussite, pour la réussite de l'événement. Donc nous avons plusieurs thématiques, notamment un panel qui est stratégique pour l'Algérie, pour l'Afrique et pour les entreprises aussi, toutes les entreprises, qui est la question du climat. Et le panel s'intéressera à la réponse du secteur oil and gas pour cette préoccupation. C'est un panel très important, je vous dis, parce que et on a Sonatrach, l'entreprise nationale qui est une première en Algérie, je pense en Afrique, qui a mis en place sa stratégie climat. Donc je pense que c'est un signe fort d'une entreprise de l'envergure de Sonatrach à être peut-être la locomotive dans cette thématique pour entraîner derrière des entreprises, ses fournisseurs peut-être ou ses partenaires dans ces questions. En un début, c'est très encourageant et ça reflète aussi la volonté aussi du gouvernement à travers cette politique climat de Sonatrach à faire des choses et à avancer et à prendre cette question au sérieux. Donc nous avons aussi d'autres thématiques liées à l'empreinte carbone. Oui. L'empreinte carbone, comment font les entreprises pour répondre à cette préoccupation, atteindre le carbone net zéro, c'est l'objectif des entreprises, c'est l'objectif des États aussi, à des horizons différents, à moyen terme ou à long terme. Mais le plus important, c'est de commencer à faire. Nous aurons aussi des entreprises qui ont commencé à travailler sur cette question avec des solutions innovantes. Elles viendront partager leurs expériences. Nous avons aussi un panel qui va parler de toute la réglementation internationale touchant le reporting extra-financier pour les entreprises. Vous savez, Nour, qu'actuellement, pour exporter ou pour faire des affaires avec d'autres continents, il faut se conformer. Oui. Et ces États, ces continents mettent en place des réglementations, notamment, je pense, parce que nous travaillons beaucoup avec l'Europe, toutes les entreprises africaines, c'est les plus proches, donc nous travaillons beaucoup avec l'Europe. Et l'Union européenne a mis en place
toute dernière réglementation, c'est la directive qui est la CSRD, où les entreprises qui exportent ou qui veulent exporter doivent se conformer à ce reporting, si vous voulez, ce qu'on appelle le reporting extra-financier. Alors justement, Khalida, ce qui est intéressant par rapport à cette édition, c'est qu'il y a participation d'experts, mais aussi il y a participation d'entreprises qui viennent partager leurs expériences, mais aussi la chance est donnée aux startups aujourd'hui, parce que les startups arrivent quand même avec des solutions innovantes afin d'accompagner les entreprises pour faire un petit peu cette transition vers le zéro carbone, n'est-ce pas? Alors, quel est aujourd'hui l'impact ou, on va dire, la valeur ajoutée que ces solutions innovantes apportées par les jeunes entrepreneurs pour accompagner, on va dire, ces entreprises pour cette transition? L'apport des startups, il est certain. Hein. Vous savez, les jeunes, avec leur énergie, toute l'innovation qu'ils mettent en place, ils mettent des solutions en fait pour les entreprises pour leur éviter pas mal de problématiques ou s'ils doivent être dans une démarche, si les entreprises doivent être dans une démarche RSE. Donc les startups peuvent apporter des solutions. Par exemple, pour le zéro papier ou pour le recyclage ou pour passer au digital, le digital responsable. On parle aujourd'hui du digital responsable parce que derrière, il faut passer aux énergies renouvelables, il faut penser à toutes ces problématiques. Les startups doivent ont un grand rôle à jouer. Dans la mesure où elles répondent à des problématiques. Et d'où le principe de la création des startups. Une start-up, ça part d'une idée, qui répond à un besoin. Donc, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un contact où il faut que les jeunes se rapprochent des entreprises pour connaître leurs besoins, notamment en matière de durabilité. Donc, et je pense que les startups peuvent apporter beaucoup. On a beaucoup de startups qui font beaucoup de choses dans des produits verts, des produits qui étaient chimiques, donc on passe au vert, des solutions digitales qui éliminent le papier. On a des solutions qui éliminent l'utilisation du plastique, ou bien même la récupération et pour le recyclage du plastique. Donc toutes ces solutions aident les entreprises à être dans une démarche holistique de durabilité. Alors justement, Khalida, là vous me tendez la perche par rapport à une autre question qui est la question liée à la RSE. Aujourd'hui, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une démarche, c'est pas une obligation encore au niveau des entreprises, mais les entreprises, il suffit qu'elles se disent je produis zéro papier, je suis dans le RSE. Et pourtant, il y a tout un système d'évaluation, j'ai envie de dire, qui pourrait donc réellement éclairer l'entreprise si elle est réellement dans une démarche RSE ou pas, et surtout comment convaincre aujourd'hui les entreprises à adopter cette démarche RSE. Oui, non, la démarche RSE, c'est pas seulement faire du recyclage ou de papier ou de plastique. En fait, c'est une démarche holistique, comme je viens de le dire. Donc, on se réfère à la norme ISO 26000 pour mettre en place la démarche. C'est une démarche qui n'est pas obligatoire, c'est une norme qui n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Donc, le préalable, c'est la volonté, c'est l'engagement des directions pour mettre en place cette démarche. Et pour avoir la volonté, il faut une prise de conscience. D'abord, il faut être convaincu, parce que sans l'engagement des directions, rien ne se fera. Oui. D'accord. Donc la démarche, elle est globale. Elle touche pratiquement 7 axes. On a un axe lié aux fournisseurs, aux clients, un axe lié aux collaborateurs, au bien-être des collaborateurs. Finalement, si on comprend bien, Khalida, ce n'est pas que l'entreprise, mais c'est l'écosystème finalement. C'est l'écosystème qui tourne autour de l'entreprise. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'entreprise ne peut pas faire des actions sans consulter ses parties prenantes et puis dire oui, je fais de la RSE. Voilà. Donc, c'est en consultant ces parties prenantes, toutes ces parties prenantes, en mettant en place un plan d'action par rapport qui se réfère aux priorités de ces parties prenantes, que l'entreprise peut dire
que j'ai mis en place une démarche RSE avec des actions qui répondent aux attentes des parties prenantes. Effectivement, et donc pour avoir plus ample information sur toutes ces démarches-là, rendez-vous pris le 16 et le 17 donc, de ce mois donc pour la deuxième édition de Africa Global Impact Summit. Merci beaucoup Khaïda d'avoir été parmi nous. Une très belle réussite pour cette deuxième édition, Inch'Allah. Merci beaucoup Khaïda. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Excellente journée à tous. Au revoir.